Allez, on va parler du projet de vie ce matin, coach, parce que je le disais toujours en regardant le monde. On se rend compte qu'il y a certaines personnes qui réussissent et d'autres qui échouent. Ça prête quand même à interrogation à un moment donné. Et donc, vous allez peut-être nous amener à comprendre pourquoi le monde est fait ainsi. Que se passe-t-il? Oui, je choisis qui Christian. qui échoue. Bon, peut-être tu chutes très bien, mais un peu mal. Parce que Dieu ne choisit pas des gagnants ni des perdants. Et on va appeler Dieu la vie. La vie ne choisit pas des gagnants ni des perdants. C'est chacun qui choisit la place où il doit être. Mais déjà, il faut rappeler à nos téléspectateurs que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Et de dire qu'elle est scindée en deux, cette vie-là. Nous avons 3% de la population qui se partage relativement, bien activement 97% de la richesse, et nous avons 97% de la population qui se dispute les 3% de la richesse restante. Donc c'est bien parlé, c'est bien vu ton analyse de dire que dans le monde on a beaucoup de personnes, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivotent et très peu de personnes qui vivent dans l'abondance. La question est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que, tu l'as bien dit, est-ce que Dieu a choisi les gens qui vont réussir et ceux qui vont échouer? Non, pas du tout. C'est tout simplement que ceux qui appartiennent aux 97% qui se disputent les 3% de la richesse, et on peut appeler toute cette richesse financière, richesse financière, spirituelle, intellectuelle, sociale, familiale, repos et récupération, ces 97% n'ont pas fait les choses comme cela se devait. Vous savez que si vous ne faites pas votre plan de vie, vous allez appartenir au plan de vie d'une autre personne. Si vous ne faites pas votre projet de vie, vous allez être l'objet du projet d'une autre personne. Donc du coup, ceux qui sont dans les 97% ont manqué d'informations. Et vous savez que si vous manquez l'information, c'est que vous avez commis un crime contre vous-même. Dans la Bible, pour ceux qui aiment bien regarder, lire dans la Bible, on dit que mon peuple périt par manque de connaissances, par manque d'informations. Vous n'avez pas d'informations, vous êtes voué à la mort, on va le dire comme ça là, vous êtes voué à la mort. Donc, intéressons-nous maintenant à ceux qui sont dans les 3%, parce que ce sont ceux-là qui sont bien à regarder, ce sont ceux-là qui sont le guide, ceux-là vivent dans l'abondance. Ils sont de l'ordre de 3%. Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau? Je vais juste dire qu'ils ont non seulement eu l'information, ils ont développé l'information. Ils ont eu l'information selon laquelle ils n'étaient sur la terre que pour une raison d'être précise. Et à côté de cette raison d'être, il fallait développer un projet. Il fallait développer un projet qu'on appelle le projet de vie. Je rappelle donc que le projet de vie est l'ensemble, est la globalisation de différents types de projets. C'est pour ça que on va parler de réussite entre guillemets, pour ne pas prendre quelqu'un qui a réussi financièrement comme quelqu'un qui a réussi sa vie. C'est vrai que chacun met l'échelle de la réussite à son niveau donné, mais il est clair que si vous loupez dans un seul secteur de votre vie, même si vous avez été pointilleux dans l'autre secteur, vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau. Donc, ceux-là qui réussissent, ils ont quand même regardé dans le projet de vie et ils ont regardé spirituellement sur le projet. Donc, commençons d'abord professionnellement, parce que l'être humain mangera son pain à la sueur de son front. Ils ont regardé professionnellement pour se dire, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie sur le plan professionnel? Qu'est-ce que je ferai sur le plan professionnel pour apporter ma contribution au développement de la planète? Ils ont pensé professionnellement, ils ont écrit un projet, ou bien psychologiquement ils se sont développés un projet professionnel du point A jusqu'au point B, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de l'alpha jusqu'à l'oméga. Ils se sont dit, qu'est-ce que je vais devenir sur le plan professionnel? Ils y ont travaillé. Ils se sont dit, qu'est-ce que je vais être? Si je travaille sur le plan professionnel, j'exerce telle fonction, j'ai telle activité, j'ai telle activité, qu'est-ce que cela va me produire sur le plan financier? Ils ont donc également lié le plan financier au plan professionnel qui a donné quelque chose de certain. Ils ont commencé encore depuis l'alpha jusqu'à l'oméga du plan financier, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de leur programme financier. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais faire une petite brèche pour dire que le but réel même de la vie, c'est le but réel ou bien la signification réelle de la vie, c'est le développement personnel. Parce
on passe toute sa vie à apprendre. Même celui qui meurt à 90, à 100 ans, à 100 ans et plus, il continue d'apprendre quelque chose. Il ne sait pas tout durant tout il ne sait pas tout, que ce soit professionnellement, que ce soit spirituellement, intellectuellement. Donc du coup, c'est une vie en continu sur le plan professionnel dans l'apprentissage, en continu sur le plan financier en apprentissage. Donc il définit son alpha et l'oméga sur le plan financier en se disant qu'est-ce que je vais bien être sur le plan financier. Et à côté du plan financier, il va développer l'alpha et l'oméga maintenant sur le plan familial. Parce que vous pouvez bien réussir professionnellement, ne pas réussir financièrement, ou bien réussir professionnellement, financièrement, ne pas réussir sur le plan familial. C'est-à-dire que pendant que vous forgez votre vie, vous ne vous basez sur, je veux dire absolument sur rien sur le plan familial. Vous n'avez pas construit ce projet familial pour savoir quelle est ma compagne, quel est mon compagnon, quels sont les enfants que je vais avoir, que ces enfants soient adoptés, que ces enfants viennent de moi, quel est mon plan familial. Mais si vous voyez que si vous n'en avez pas, votre vie va être un tout petit peu biaisée. Et si votre vie est biaisée sur le plan familial, vous allez voir quelqu'un qui financièrement a réussi mais n'est pas heureux, professionnellement a réussi mais n'est pas heureux parce qu'il y a un manque sur le plan familial. Il y a comme ça, on peut citer comme ça 8 domaines clés de la vie. C'est ça qu'on appelle le projet de vie. Donc professionnel, financier, familial, social, c'est-à-dire même quel est l'impact que vous allez avoir sur les autres dans la société. Quel est votre communauté. Effectivement, quel est votre apport sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan social, sur le plan spirituel également. Vous savez, vous ne pouvez réussir que quand vous avez la capacité de développer les idées. Si vous avez les idées et vous ne transformez pas ces idées en quelque chose de concret, financièrement ou pas, c'est que vous n'avez pas d'idée. Donc sur le plan spirituel, parce que il faut le mentionner parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de spiritualité, on parle de religion. Non, la spiritualité n'est pas simplement la religion. La spiritualité, c'est le développement de ces idées-là qui sont basées sur l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit qui se développe. Et vous constatez également que si nous souffrons, c'est parce que notre esprit souffre. Si nous faisons souffrir notre esprit, alors nous allons souffrir sur le plan pratique. Donc, spirituellement, quel est votre projet spirituel? Quel est votre projet santé? Quel est votre projet repos et récupération? Parce qu'on n'est pas là simplement pour vivre en esclavage, on est là pour vivre une vie en abondance. Donc vous voyez que les 3%, ils ne se sont pas assis un jour et ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de réussir. Non, ils se sont mis à travailler, ils ont eu l'information, ils ont développé l'information et ils ont développé cette information sur tous les plans, ou bien je veux dire sur tous les domaines que nous avons appelés le projet de vie. Donc si vous, en tant qu'être humain, vous avez envie de réussir, vous avez envie de devenir, de réussir, entre guillemets, dans votre vie et être heureux et vivre dans l'abondance en regardant tous les plans et de dire je suis quand même équilibré sur tous les plans, il doit falloir rentrer en action. Alors, ma question, c'est sur le projet de vie qui est basé sur les 8 domaines que vous avez cités il y a un instant. Est-ce que l'être humain que je suis, par exemple, en mon cas, pour le généraliser d'ailleurs, peut-il réussir sur les 8 points, réussir à mettre en place les 8 points et dire qu'il aura réussi son projet de vie? Bon, je vais reformuler, je vais vraiment reformuler. Si donc, je te comprends. Les 8 points. Oui. Un être humain est-il capable de réunir les 8 points, c'est-à-dire que les mettre véritablement en pratique pour réussir son projet de vie? Effectivement, c'est le but même de notre présence ici sur le plateau. C'est possible? C'est possible, très très possible. Et c'est ça, les 3%. Est-ce que ça ne va pas prendre le temps? C'est-à-dire que 15 ans, 20 ans, à un moment, on se rend peut-être compte qu'il y a du temps qui passe et on se parcourir peut-être à autre chose. Il va falloir planifier peut-être ça. Comment? C'est coordonné. Le fait, c'est de coordonner. C'est-à-dire, c'est d'abord accepter que c'est possible et ensuite de comprendre comment est-ce que l'on peut coordonner. On dit que je vais réussir sur un plan et réussir, je vais travailler tous les plans sur 15 ans. C'est un peu se leurrer. C'est vrai qu'on a pris de l'avance sur le plan intellectuel en rentrant d'abord à l'école, mais vous ne rentrez pas d'abord à l'école et quand vous rentrez à l'école, dans la famille, on vous apprend à vivre socialement. Dans la famille, on vous apprend
on vous apprend à construire votre propre famille. Dans la famille, on vous apprend à économiser de l'argent. Moi, particulièrement, je fais payer les impôts à mes enfants. Je vous l'avais dit ici, sur ce plateau. Je fais payer les impôts à mes enfants pour leur apprendre à gérer l'argent. Je n'attends pas qu'ils aient 30 ans pour se demander c'est quoi l'argent, et à quoi est-ce que ça sert, et comment est-ce qu'il faut l'économiser, comment est-ce qu'il faut le planifier. Non, pas du tout. On n'attend pas 15 ans pour apprendre à gérer sa santé. On n'attend pas 15 ans pour apprendre à, je sais pas moi, à se construire, à se reposer. Non, tout cela va ensemble. Et nous sommes ici pour dire que si vous, en tant que téléspectateurs ou bien ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous avez basé votre compréhension, vous avez basé votre vie uniquement sur le plan professionnel et que vous êtes en train de souffrir sur le plan familial, c'est possible de rééquilibrer tout ça. C'est possible de travailler pour rééquilibrer tout cela. Le fait, c'est juste que sur un point, on est trop avancé, et sur un autre point, on est trop en arrière. Par exemple, on peut être spirituellement, entre guillemets, pour ceux qui parlent de religion, être très pieux, mais être très pauvre. Ça ne marche pas. Parce que l'enfant de Dieu, tel qu'on le dit, doit vivre dans l'abondance. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le manque. Donc, si vous êtes spirituellement trop avancé, mais financièrement très pauvre, il y a problème. Comme vous pouvez également être très, très riche et manquer de points d'accroche spirituel. Revenons encore sur la religion, mais manquer d'accroche sur le plan religieux ou bien sur le plan spirituel. Vous pouvez avoir une belle profession et avoir une mauvaise famille. C'est-à-dire que vous vous êtes consacré uniquement à travailler, à apporter de l'argent, à apporter les cadeaux. Nous avons travaillé ici sur ce plateau maintes fois sur l'éducation parentale. Nous avons travaillé sur l'éducation des couples et autres. Ça veut dire que ce n'est pas seulement notre profession qui est la plus importante, et on n'attendra pas de terminer, d'aller en retraite avant de venir construire notre couple. On n'attendra pas de construire le couple et avant d'aller chercher l'argent ou bien d'aller chercher une profession. Donc tous ces éléments, on peut le faire ensemble. Je disais que nous sommes sur ce plateau pour dire aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui que c'est possible pour nous, c'est possible pour vous aujourd'hui qui avez un peu de crevaison sur certains plans, de vous faire accompagner pour voir les domaines dans lesquels vous avez réussi, voir les domaines dans lesquels il y a cette crevaison, et de se dire comment est-ce que je fais pour faire une orientation, ou bien une réorientation stratégique pour pouvoir combler les autres trous. L'objectif étant d'être complet, ou bien comblé dans les 8 domaines. J'avoue que c'est une très belle question, Christian. L'objectif étant d'être comblé sur tous les 8 domaines. Et c'est celui-là qui va être comblé sur les 8 domaines qui va sentir. C'est pas l'extérieur qui va lui dire tu as réussi, c'est lui qui sentira qu'il a réussi. Parce que quand il se regarde sur le plan professionnel, il n'a rien à envier sur le plan financier, il n'a rien à envier sur le plan intellectuel, social, familial, spirituel, repos et récupération, il n'a rien à envier. Donc lui-même, il sait qu'il a réussi. Donc une vie suffit. Une vie suffit largement. Oui, une vie, même la moitié d'une vie, même un cas, je dis déjà même, on n'a pas le droit, nous, en tant qu'être humain, nous n'avons pas le droit de perdre une seule minute pour ne pas vivre dans l'abondance. Celui qui perd une seule minute dans les guerres, dans les conflits, dans les disputes, pour ne pas vivre dans l'abondance, il est en train de voler dans son propre plat. Donc, on ne va pas dire toute une vie, chaque seconde, on peut utiliser chaque seconde pour pouvoir vivre dans l'abondance. Voilà, on l'a très bien compris. On va peut-être commencer le deuxième pan de cette question sur le fait que notre société aujourd'hui, qu'elle soit africaine ou européenne, en général dans le monde, les gens sont de plus en plus intellectuels. Ce qui veut dire que ce que vous êtes en train de dire, il y en a qui le savent. Oui. Mais malheureusement, coach, constat fait, ça n'a pas beaucoup évolué. La question de la pauvreté réside toujours. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut expliquer ça? Tu me cuisines vraiment bien ce matin, Christian. Je voudrais dire que pousser son peuple uniquement sur le plan intellectuel, c'est le pousser à l'abîme, c'est le pousser à la perte. C'est peut-être un peu, je veux dire, ça vient bousculer, je veux dire, nos habitudes pour ceux qui nous regardent. Mais je dis, pousser son peuple uniquement sur le plan
intellectuel, c'est de le pousser à la faillite. Vous avez un peuple qui reste sur le plan, intellectuel à regarder comment est-ce que, à dire comment est-ce que les choses doivent se faire sans jamais rentrer en pratique pour montrer comment ça se fait. Ce peuple-là, il tend à la réussite. Vous savez combien d'intellectuels qui prennent le risque? Il y a très peu. Maintenant, quand on va sur le plan intellectuel, prenons nos valeureux soldats ou bien nos forces armées qui sont au front. Est-ce que quand vous arrivez, pour ceux qui sont au bureau en train d'écrire comment est-ce que la stratégie de guerre doit se mettre en place, est-ce que quand ils arrivent au front, il y a le temps pour dire je n'ai pas bien noué ma cravate, il y a le temps pour dire qu'il faut se positionner plutôt comme ceci ou bien comme cela? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut détacher ou bien qu'il faut enrayer l'intellectualisme, mais je suis tout simplement en train de dire qu'il faut remettre ça avec la pratique. Vous savez, il ne suffit pas simplement de dire que nous allons gagner la guerre pour la gagner. Il ne suffit pas simplement de dire que je vais avoir une belle famille, une bonne famille pour l'avoir. Il ne suffit pas de dire que je vais perdre le poids. Je fais un clin d'œil aux personnes à forte corpulence et qui ont gagner la Coupe du Monde. De Coupe du Monde pour la gagner la Coupe du Monde. Il ne suffit pas de tout simplement de dire que il faut faire quoi il faut rentrer en action. Il faut rentrer en action. Il faut poser les actes. Pas simplement poser les actes dans le vrac. Il faut poser les actes selon un plan stratégique. Un plan stratégique va se mesurer selon l'objectif recherché et l'analyse de la situation, l'orientation très précise, le plan d'action pour le faire et le premier pas à poser. Est-ce que ce n'est pas le plus important, le premier pas? Le premier pas... Parce que les stratégies, les plans d'action, c'est les intellectuels qui existent et qui les mettent en place. C'est les intellectuels... Si ça ne bouge pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'on ne se point, on n'a pas... C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est tout à fait complémentaire. On ne met pas les intellectuels de côté, mais je dis, quels sont les intellectuels qui n'ont pas posé des actions? Quels sont les intellectuels aujourd'hui qui n'ont pas posé des actions et puis qui ont réussi? Nous avons l'exemple des professeurs d'économie. Tous les professeurs d'économie, entre guillemets, je ne connais pas un professeur d'économie qui soit riche, mais pourtant ils enseignent de très belles stratégies. Nous connaissons ceux qui ont utilisé l'enseignement des professeurs d'économie et ils ont fait le premier pas et qui sont aujourd'hui très riches. Ou bien nous avons ceux-là qui se sont lancés, ils ont commencé à faire le pas et puis ils se sont dit, nous sommes en train de nous égarer. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir avec les professeurs d'économie ce qu'ils enseignent. Ils sont bien outillés sur le terrain. Ils ont donc pris ce que les professeurs d'économie enseignent pour renforcer leurs capacités. Ils ne pratiquent pas. Et aujourd'hui, que les autres ne pratiquent pas. Oui. Et ils sont aujourd'hui devant. Donc vous voyez que c'est quand même délicat de constater que les intellectuels, ils savent que 3% de la population se partagent les 97%, ce sont eux ce sont même les êtres humains qui enseignent, puisque tout le monde veut bien vivre dans l'abondance. 3% de la population se partagent 97% de la richesse et 97% de la population se disputent les 3% de richesse restantes. Mais pourtant, ils n'osent pas faire le premier pas, ils restent sur les plateaux de télé. Sur les plateaux de télé, et moi, je n'ai plus envie de rester sur le plateau de télé sans faire le pas. Je fais également devenir ou bien je veux être un exemple de ce que je dis. Donc ils vont rester sur le plateau de télé pour développer des idées, des théories sans jamais montrer comment est-ce qu'il faut rentrer en action. C'est d'ailleurs pour cette raison que le coaching de développement personnel est la chose la plus importante pour accompagner l'être humain, pour accompagner l'individu à pouvoir quitter du simple projet à la réussite ou bien la concrétisation de son projet. Donc si nous restons simplement intellectuels en pensant que les choses peuvent se faire, je pense que ce serait seulement dans leur tête. Ça va simplement rester dans leur tête et ça va faire un peu comme l'histoire de ce monsieur qui voulait gagner au loto. Oui. Et je vous ai déjà raconté cette histoire, ce monsieur qui voulait gagner au loto et il a passé toute sa vie à prier, à jeûner, prier et jeûner parce que Saint-Pierre lui a dit... Sans jamais aller parier. Oui, parce que Saint-Pierre lui a dit, si tu jeûnes, si tu as confiance en Dieu, il va te donner tout ce que tu veux. La foi peut déplacer les montagnes. Et il a pensé qu'il pouvait gagner au loto, tout simplement en ayant la foi. Il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a prié. La seule chose qu'il a obtenue, c'est qu'il est décédé. Et quand il est décédé, il est arrivé au ciel et il a trouvé à la porte d'entrée Saint-Pierre
Il a dit à Saint-Pierre, tu es méchant, Saint-Pierre. Je ne savais pas, tu me dis de croire en Dieu, tu es méchant, toi et ton Dieu. Comment est-ce que mes amis sont là sur la terre en train de vivre bien et toi, tu me pousses à prier parce que je voulais gagner au loto pour un peu vivre bien. Me voici, la seule récompense, c'est que je suis décédé. Et Saint-Pierre lui a dit, tu n'es qu'un petit fainéant. Il dit, mais pourquoi? Et en plus, tu m'insultes. Il dit, oui, tu n'es qu'un petit fainéant parce qu'il te fallait aller acheter le ticket. C'est ça. Donc, tu as fait l'essentiel qui était de 99%. Le plan d'action, je veux dire, le plan d'action, l'action à poser, c'était de 0,1% ou bien de 1%. Tu ne l'as pas fait, il fallait simplement aller acheter le ticket et tu aurais gagné. Donc, c'est un peu comme ça que les intellectuels aujourd'hui, ils en fument, on va le dire ainsi. On va le dire ainsi. C'est le mot. Le coaching vient vous mettre devant vos faits. Je rappelle qu'il y en a beaucoup qui viennent. Quand on parle de coaching, il faut le dire, il faut que tu organises une émission pour parler du coaching. Ouais. Il y en a aujourd'hui que quand on parle du coaching, ils pensent que le coaching, on va chez le coach, c'est pour prendre des conseils qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est pour prendre des conseils. Si le coach avait ces conseils-là, il appliquerait sur lui-même pour avancer. Vous savez, en chaque être humain, il réside un potentiel illimité. Donc, en vous qui nous regardez aujourd'hui, vous avez un potentiel illimité. Et vous êtes le mieux placé pour connaître où est-ce que vous êtes en train d'aller. Le rôle du coach, quand il échange avec vous, quand il vous accompagne, c'est tout simplement de vous accompagner à faire ce que vous n'avez pas encore pu faire pour obtenir des résultats que vous n'avez pas encore obtenus, mais en passant par la découverte du plein potentiel qui est en vous, de l'illimité qui est en vous, d'utiliser ses forces pour mieux aller. Moi, je coach un industriel, je ne suis pas industriel, je n'ai même pas l'intention d'être un industriel, mais seulement l'industriel qui vient pour se faire accompagner, il sait déjà là où il part, mais seulement qu'il ne sait pas poser des questions essentielles qui vont le permettre de mettre ce pas-là, de mettre un autre pas, d'étudier les risques, de faire l'analyse stratégique, il n'a pas posé tous ces actes-là, et du coup, il peut ne pas arriver, mais quand il vient chez le coach, c'est pas pour que le coach le conseille, puisque le coach n'a jamais fait l'industrie. Quand il vient chez le coach, José Mourinho, par exemple, n'a jamais joué au football, mais il va coacher, c'est un coach sportif, mais il va coacher des grandes stars comme Eto'o, comme Cristiano Ronaldo, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait, qu'en ces joueurs réside un pouvoir illimité. Il faut simplement les pousser à recueillir cela, à être en contact avec cela, de l'utiliser pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir de la vie. Donc, et lui, ce qu'il a obtenu de la vie, c'est profession coach. Parce que si on s'en tient à ce que vous dites, il a examiné ce qu'il avait en lui, ce potentiel-là, et il s'est dit, ça, je vais le mettre au service des gens. Et je vais ouvrir mon cabinet, et il va gagner aussi un peu d'argent. Merci beaucoup, coach. Merci, Christian. On se dit à quoi? On se dit à vendredi. Vendredi sera après 8h30. On continuera de parler du projet de vie. C'est super important. La question du développement personnel est une priorité pour chacun parce qu'on se développe. Vous imaginez la plante, elle se développe. Vous imaginez votre enfant, il grandit au fil du jour, vous le voyez, en d'autres thèmes, il se développe. Et vous, à demain, 7h.